Nous allons parler de la réforme du système de santé, Ma Santé 2022, et de ses implications dans le secteur des services à domicile avec Henri Boucher, qui est associé chez Xelia. Bonjour Henri. Bonjour Frédéric. Peut-être nous présenter Xelia, vos activités qui sont assez vastes. Alors Xelia, on est un opérateur de services informatiques et télécoms à destination des petites et moyennes structures et on a verticalisé notre approche dans différents secteurs d'activité, dont en particulier le secteur qui nous occupe aujourd'hui, le médico-social et services à la personne, avec une marque qui s'appelle Ximi. Très connu dans le secteur. Absolument. Euh, donc on va parler de Ma Santé 2022. Déjà, peut-être présenter de quoi il s'agit, de quelle réforme il s'agit, et puis des implications que ça va engendrer. Alors Ma Santé 2022, effectivement, c'est le petit nom d'une loi qui est la loi de transformation numérique du monde de la santé. Et alors, dans cette loi, il y a tout un tas d'éléments et on peut se concentrer sur un article, qui est l'article 44, qui concerne les acteurs qui vont écouter cette vidéo, qui sont finalement ce qu'on appelle les ESMS, c'est-à-dire les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, dans le secteur du domicile, on va parler des SAD ou des SIAD. Euh, Dans cette loi, d'abord, il y a une chose qui est quand même positive, c'est que pour la première fois, finalement, le mot santé va jusqu'au médico-social. Donc ça, c'est quand même important parce que souvent, le mot santé, c'était très, très sanitaire, hôpital, médecin, etc. Alors que là, le mot santé va s'élargir et donc, on va avoir l'ensemble du secteur médico-social qui cherche à être embarqué par cette loi dans le parcours de soins. Ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que cherche à faire cette loi? Elle cherche à remettre l'usager au centre de son parcours de soins. Et pour que l'usager puisse être au centre du parcours de soins, il faut que les informations autour de lui soient en capacité à circuler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un usager rencontre un professionnel de santé, qu'on arrête de lui faire répéter sans arrêt la même chose. Il a déjà dit des choses à un professionnel, quand il envoie un deuxième, ça serait bien que l'information puisse circuler. Voilà. Et donc, pour faire ça, finalement, l'État rend opposable, rend une exigence en demandant à tout ESMS de s'équiper d'un DUI conforme. Qu'est-ce que c'est qu'un DUI? C'est un dossier usager informatisé. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le fichier à propos de Madame Martin ne peut pas être simplement un bout de papier rangé dans une armoire. Ça doit être informatisé et dans une logique d'informatisation qui est conforme aux exigences de l'État, c'est-à-dire avec les bons niveaux de sécurité qui vont avec. Donc c'est ça l'article 44, c'est une exigence qui dit que tout ESMS doit être équipé d'un DUI conforme au plus tard au 1er janvier 2023. Donc on a l'exigence et la date. La question que j'ai envie de te poser, c'est où on en est actuellement dans le secteur des services à domicile. Bah, on est dans une démarche où le médico-social au sens large, c'est trois couloirs. Donc, on a le couloir des établissements personnes âgées, donc Ouais, les EHPAD. On a le couloir des établissements personnes handicapées, donc les foyers d'accueil des personnes handicapées. Et on a le couloir du domicile. d'accord. Et alors, les deux couloirs précédents avaient déjà été repérés par les ARS depuis quelques années. Ils avaient déjà eu des programmes, mais le couloir domicile, c'est un peu tout nouveau qu'on rentre enfin dans le dispositif et qu'on est enfin regardé par l'État comme faisant partie de cette grande famille du monde de la santé. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé au moment du Covid. On a pu voir que les ARS, tout d'un coup, s'étaient rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient au domicile. Globalement, où est-ce qu'on en est? Donc là, on a eu une phase d'amorçage. D'accord? Donc, l'État a cherché à lancer une dynamique qui a commencé donc concrètement en 2021 avec des premières phases. On peut s'émouvoir du fait que le domicile a malheureusement été une nouvelle fois un peu oublié du programme parce que les phases 1 et 2, finalement, on n'a quasiment aucune, on appelle ça des grappes, mais je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, aucune grappe du domicile qui n'a été retenue pour l'instant par les autorités. Donc, ça nous est annoncé pour 2022. Donc, on va rester mobilisé pour accompagner nos clients à aller se transformer numériquement à partir de 2022. Si on en revient à cette loi, concrètement, ça va changer quoi? Est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage? Alors, euh, le principe général, c'est que euh, les structures, on va prendre un SAD ou un SIAD, une structure va devoir déployer dans ses outils
un module de mise en conformité. Ce module de mise en conformité, on va rester sur 4 services basiques pour essayer d'illustrer le cas pratique. On commence par l'INS. L'INS, c'est l'identité nationale de santé. Aujourd'hui, quand Madame Martin arrive dans un SAD, on a un processus qui permet de renseigner les informations sur Madame Martin. Mais un SAD va relativement vite sur cette partie. Il n'a pas de contraintes particulières. Il peut partir en plan d'appât d'urgence un peu rapidement. Et voilà. Là, maintenant, l'État lui demande d'aller au bout d'un processus d'identité-vigilance. C'est ce qu'on connaît quand on rentre dans un hôpital. Vous savez, quand on arrive dans un hôpital, on pose beaucoup de questions, on prend notre pièce d'identité. C'est très, très vrai. On va nous demander la même chose là dans le médico-social. Madame Martin, il va falloir qu'on structure bien. Et puis, on va appuyer sur un bouton dans votre logiciel. Par exemple, chez nous, sur Ximi, on appuie sur un bouton. Ça appelle un service central de l'État et ça vous retourne un numéro qui va arriver sur le dossier de Madame Martin et qui vous dit, ça y est, là, vous êtes officiellement autorisé à collecter, stocker et transmettre des informations médico-sociales à propos de Madame Martin. Donc, c'est un numéro pour la structure unique pour Madame Martin. Alors, ce n'est pas pour la structure, c'est son numéro national. Donc, c'est comme un numéro de sécu. C'est comme un numéro de sécu, mais sauf que le numéro de sécu, son problème, l'État n'a pas pu s'appuyer dessus parce que vous savez qu'un numéro de sécu, les enfants, par exemple, peuvent être attachés au numéro des parents. L'épouse sur celui du mari ou le mari sur celui de l'épouse. Ça, ce n'était pas suffisamment fiable pour identifier de manière certaine un individu. Donc, l'État a été obligé d'inventer l'INS, l'identité nationale de santé, pour être sûr qu'on soit unique et qu'on puisse être certain de savoir de qui on parle. Donc, ça, c'est la première étape. C'est l'identification de la personne. Deuxième étape, il faut qu'on s'assure que les professionnels qui vont accéder à l'information soient bien désormais reconnus comme professionnels de santé. Il faut bien imaginer que dans un SAD, aujourd'hui, vous prenez un responsable de secteur, il accède à son logiciel sans contrainte particulière. Il y a à l'intérieur le GIR de Madame Martin, il y a les informations de prise en charge, il y a tout ça. Il n'y a pas de contrainte technique pour accéder à ces données. Demain, l'État demande à ce que pour accéder aux données médico-sociales qui sont rangées à l'intérieur de Ximi et des autres DI qui se mettront en conformité, il faudra que le professionnel qui accède à ces données passe par un système qui s'appelle ProSanté Connect, qui est un système qui est réservé aux professionnels de santé. Ça marche un peu comme quand vous faites un virement à la banque. Vous savez, quand vous faites un virement à la banque, il y a sur la page, on a fait la demande de virement, et puis sur le mobile, on nous demande de valider. C'est bien nous qui avons fait la demande. Ben là, ça va être exactement pareil. Le professionnel, quand il va rentrer dans Ximi, donc un responsable de secteur, par exemple, il rentre ses identifiants, et puis là, il a un petit pop-up qui apparaît sur l'application ICPS, qui est l'application de carte professionnelle de santé virtuelle, et qui lui dit, bah oui, c'est bien moi. Donc, il appuie et hop, Ximi peut s'ouvrir et lui ouvrir l'accès aux données médico-sociales. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, ça, c'est pour protéger Madame Martin sur qui ouvre son dossier dans le service à domicile. Exactement. C'est de s'assurer qu'à l'intérieur, vous prenez un responsable de la facturation, par exemple, dans un SAD, il n'a pas vocation à connaître toutes les informations à propos de Madame Martin. Donc, on restreint et on s'assure qu'à l'intérieur d'une structure SAD ou SIAD, seules les personnes habilitées accèdent aux données médico-sociales. D'accord. Okay, ça, c'est le deuxième point. Un, avec qui on parle, de qui on parle, deux, avec qui on parle. Et alors maintenant qu'on a un système à peu près sécurisé, le problème, c'est qu'on ne vit pas tout seul. Un SAD, il est dans un écosystème. Il y a plein de gens qui gravitent autour de Madame Martin. Donc, comment est-ce que le SAD peut parler avec le docteur Dupuis, le médecin traitant de Madame Martin? Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des mails complètement publics qui circulent. Donc, on envoie sur l'adresse mail très générique du docteur en passant par notre adresse mail qui est très générique. Alors que demain, l'État nous demande d'utiliser un canal privé qui est la MSS, la messagerie sécurisée de santé. Donc, le médecin, il a déjà une MSS, mais aujourd'hui, le SAD n'avait pas le droit d'avoir une MSS. Grâce à cette loi, il récupère ce droit et donc le SAD va pouvoir avoir une adresse mail sécurisée. Et donc, du coup, quand le SAD va vouloir parler au docteur Dupuis pour transmettre, par exemple, des informations à propos de Martin ou à propos de Madame Martin ou recevoir des informations, eh bien, ça va se faire dans un canal sécurisé qui s'appelle la messagerie sécurisée de santé. Donc, ça, c'est le troisième point. C'est quand on veut parler. Canal unique et sécurisé, ça. Exactement. Et c'était vraiment un canal privé. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que à l'intérieur, seuls les professionnels de santé peuvent s'échanger à l'intérieur de la messagerie sécurisée de santé. Donc, ce qui permet d'éviter. Voilà, c'est vraiment un canal protégé. Donc ça, concrètement, les hôpitaux, les médecins l'avaient déjà, enfin l'ont déjà. Exactement. Le domicile ne l'avait pas. Ne l'avait pas, d'accord.
Voilà, ils n'y avaient pas accès parce que jusqu'à présent, ils n'avaient même pas le droit d'être activés dans un annuaire qu'on appelle le RPPS, qui est le référentiel partagé des professionnels de santé, qui devient le RPPS+, parce que justement, l'État s'est dit, ah bah zut, comment je vais faire si je n'ai pas tous ces professionnels qui arrivent dans l'annuaire? Donc, ils font rentrer les responsables de secteur, les infirmières coordinatrices, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, tous ces gens-là vont pouvoir rentrer dans l'annuaire et du coup être officiellement des professionnels de santé habilités à manipuler ces données, à les stocker, à les collecter et à les transmettre. Et le quatrième point de Madame Martin, c'est dans une démarche où on veut que Madame Martin et ses aidants puissent être au centre du dispositif, au centre de son parcours de soins, il faut qu'on lui partage aussi des informations. Donc là, désormais, le SAD va pouvoir être habilité à mettre des documents dans le DMP de Madame Martin. Le fameux DMP, c'est le dossier médical partagé, qui jusqu'à présent était réservé aux sanitaires. Et là, maintenant, le médico-social va être habilité à pouvoir déposer des documents ou consulter des documents à propos de Madame Martin, selon une matrice d'habilitation qui est très claire. Et donc, c'est ça la démarche. Donc, nous, en tant qu'éditeur, notre objectif, c'est que ces 4 exigences, il y en a d'autres, mais je reste sur ces 4-là, elles soient implémentées dans l'outil pour que ça soit extrêmement simple pour nos utilisateurs de se mettre en conformité. Donc, on est en train, nous, de passer toutes les certifications pour être habilités à faire l'INS, à faire le ProSanté Connect, à faire la MSS et à faire le DMP. Une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, on recevra, nous aussi, en tant qu'éditeur, un petit coup de tampon de la part de l'État en disant, c'est bon, Ximi est habilité à mettre en place un module conforme selon les 234 exigences du dossier de référencement qui a été publié par l'État. Donc, c'est-à-dire que si Mme Martin est dépendante à domicile ou fragilisée à domicile et que son médecin traitant va pouvoir voir ce que met son service à domicile dans le DMP. Exactement. Donc, un cas d'usage qui est intéressant, c'est par exemple, il y a 2 documents qui sont attendus par les exigences. Il y en a un qui s'appelle le plan personnalisé d'accompagnement, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y en a un deuxième qui est le dossier de liaison d'urgence. Alors, c'est intéressant parce que là, aujourd'hui, il faut imaginer la scène. Le SAD a rempli le dossier de liaison d'urgence depuis son logiciel. Il l'a poussé dans le DMP. Donc, il est maintenant présent dans le DMP de Mme Martin. Accessible à tous ceux qui sont, enfin, ceux qui sont Qui sont autorisés, habilités. Voilà. habilités. Ouais, c'est ça. Voilà. Mme Martin tombe. Elle appelle le SAMU. Et bien là, on va avoir un cas d'usage, c'est le médecin coordinateur du SAMU va pouvoir consulter le dossier de liaison d'urgence et avoir au téléphone de l'information sur Madame Martin, qui est peut-être pas en capacité de les donner, mais ils savent qui est le SAD qui intervient, est-ce qu'il y a un numéro d'astreinte, quelles sont les personnes à contacter en cas d'urgence. Toutes ces informations D'accord, structurées et d'accord. documentées sont enfin accessibles dans des situations d'urgence. D'accord? Donc, nous, on est vraiment dans cette démarche où il faut faciliter l'usage pour nos utilisateurs pour que ces informations soient. Les exigences doivent être facilement réalisables si on veut que les usages arrivent. Parce que c'est bien beau de mettre des systèmes techniques, mais si personne s'en sert, ça ne fera rien. Nous, ce qui est attendu de nous, c'est qu'on facilite les usages, que ce soit facile d'envoyer des mails aux professionnels de santé qui gravitent autour de Mme Martin, que ce soit facile de déposer sur le DMP de Mme Martin. Donc concrètement, c'est ça qui va changer pour un utilisateur dans un SAD ou dans un SCAD, c'est qu'il va falloir faire une identitovigilance plus forte, faire que les utilisateurs qui vont rentrer dans l'outil soient authentifiés avec une carte de professionnel de santé et se mettre à communiquer avec les professionnels qui gravitent autour de Mme Martin avec la MSS et avec Mme Martin au travers de son DMP. Concrètement, c'est ça qui va changer. Si j'en suis là dans la vidéo, que je suis un dirigeant d'un service à domicile, je vais me dire, mais ça va me coûter une fortune de m'adapter à tout ça. Alors, l'État a prévu justement d'accompagner cette transformation par des budgets significatifs qui sont rangés dans un grand chapeau qui s'appelle le Ségur de la santé. Donc, dedans, il y a une enveloppe dédiée au secteur médico-social. Donc, les ordres de grandeur, un Ségur de la santé, c'était à peu près 2 milliards. Il y a 1,4 milliard qui part plutôt vers le sanitaire, on va dire, et il y a 600 millions qui sont mis de côté pour l'accompagnement à la transformation numérique du médico-social. Et donc, là, il y a un processus qui se fait par tranche. Donc, il y a déjà eu, on va dire, en gros, 100 millions d'euros qui ont été consommés dans une phase d'amorçage dont je parlais tout à l'heure, qui malheureusement n'a pas laissé beaucoup de place, voire pas du tout de place au domicile. Mais il reste encore 500 millions qui sont prévus pour justement que les personnes et les dirigeants de structures SAD ou SIAD puissent embarquer dans le dispositif. Alors, en l'état, il y avait un programme qui s'appelait le programme ESMS numérique, qui était porté par la DNS et la CNSA. Ce programme va être, on va dire, un peu subdivisé en 2 programmes. Il y a le programme ESMS numérique qui va toujours être là,
qui permet aux structures d'aller chercher des usages, de se faire accompagner pour aller chercher des usages. Et puis, il y a un autre programme à côté qui s'appelle le programme SONS, qui permet aux éditeurs finalement d'être payés pour cette mise en conformité. Donc nous, bon, malheureusement, les prix, c'est l'État qui les fixe, hein, donc ils sont pas très hauts, mais le but du jeu, c'est que quand nous, on va déployer notre module de mise en conformité, une fois qu'on aura été référencé, puisque notre première étape à nous, c'est de se faire référencer, donc de répondre aux 234 exigences, qui est un énorme travail. Une fois qu'on a répondu à ça et qu'on a le coup de tampon, on va pouvoir proposer à nos clients de commander un module de mise en conformité. Et quand ils le commandent, bah, l'intégralité du montant de cette commande est pris en charge par l'État. D'accord? Quand tu dis module, c'est un module informatique ou c'est Un une module informatique. Un module. formation, formation, etc. Alors, le module, c'est les fonctionnalités qui sont couvertes, plus les frais d'installation, d'accord? Les frais d'accompagnement à l'obtention du certificat, parce qu'il y a des certificats un peu complexes à obtenir, et le paramétrage, voilà, et l'accompagnement à la formation. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 éléments de prestation qui sont couverts par les frais payés par l'État. À côté de ça, il y a des prestations ESMS numériques qui sont là pour aider la structure un peu plus dans la durée. Une fois qu'elle a maintenant son module conforme, elle va pouvoir se faire accompagner pour aller chercher les usages. Donc, ce que l'État veut voir, justement, il ne veut pas juste payer de l'équipement, il voudrait s'assurer que les structures utilisent ce qu'on leur a mis entre les mains. Donc là, ils vont pouvoir se faire accompagner pour aller chercher des usages. Et Alors, j'ai qu'est-ce que ça l'usage, veut dire chercher des usages? C'est envoyer des mails, remplir des DMP, etc., etc. d'accord. Si j'ai Eximi, par exemple, Oui. et que donc vous allez avoir les référencements nécessaires, après, il me faut combien de temps, service à domicile, pour avoir ce module, peut être au clair, en fait, au point. Nous, on essaye de tout faire pour que ça soit le plus facile à déployer. Donc, on parle bien de quelqu'un qui a déjà Eximi. Mais c'est Pour ça, oui. quelqu'un qui a déjà Eximi, le déploiement d'un module, l'idée, c'est que ça puisse se faire dans le mois, c'est-à-dire que ça soit D'accord. assez rapide. Modulo, le fait d'obtenir les certificats, qui est une étape administrative un petit peu complexe, donc il faut accompagner la structure à contractualiser auprès de l'Agence numérique en santé, obtenir un lecteur de carte, déployer un certificat. Donc, il y a quelques étapes un peu techniques sur lesquelles nous, on va accompagner. Et puis après, on déploie toutes les fonctionnalités, on les paramètre dans Ximi. Et après, c'est bon, c'est fini. On édite un document qui s'appelle l'attestation de bon fonctionnement et le logiciel est considéré livré. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas pour autant que Madame le SAD est capable, enfin arrive en tout cas à déployer beaucoup de mails, beaucoup de documents dans le DMP. Donc ça, l'État a prévu un autre programme à côté qui s'appelle le programme SMS numérique pour aider les structures à aller chercher les usages. Donc se faire accompagner pour… Pour que je comprenne bien, aller Ouais. chercher les usages, être formé sur les différents usages qui peuvent exister, c'est ça? Oui, mais c'est presque plus que former, c'est l'accompagnement au changement, c'est D'accord. comment est-ce qu'on est à l'aise tout d'un coup à devenir acteur de cette transformation numérique. Vous voyez, c'est un peu plus Oui. large que ça. Oui. Donc c'est cet accompagnement au changement, ça peut être de la formation complémentaire, mais ça peut être aussi faire comprendre aux membres d'un SAD qu'il est utile et pertinent d'envoyer le projet personnalisé au médecin traitant. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Que Ça, c'est faire? Bon, utile. j'ai une situation, comment je la gère? Qu'est-ce que je fais? Comment Voilà. je fais? Qui doit être au courant? Ah oui, Ouais. et puis si je suis le secteur, quelles informations existent déjà dans le dossier? Euh, Exactement. Qu'est-ce que je oui, transmets, qu'est-ce que je ne transmets pas, à quel oui, moment j'envoie le DLU, donc ce fameux dossier de liaison d'urgence. Et donc tout cet accompagnement, c'est pas dans le module qu'a fourni l'éditeur que ça se passe, c'est dans bien un sûr. accompagnement qui est à côté pour aller chercher les usages. Et l'État aimerait que les SAD, par exemple, s'engagent sur un volume de documents qu'ils sont capables de mettre dans le DMP, par exemple. C'est ça que Par l'État personne, attend. par personne. L'idée, c'est Alors, d'avoir. au sein de la structure, hein, Oui, pas d'accord. par personne, mais sur un an, combien de plans personnalisés vous êtes capable d'aller déposer dans le DMP, dans D'accord. les DMP. Voilà, c'est ce genre de D'accord. choses. L'État a besoin de montrer que le DMP, ça sert à quelque chose, que la MSS, ça sert à quelque Bien chose. sûr. Pour montrer que ça sert, il faut qu'il y ait des volumes. La question qui me vient, c'est dans un premier temps, si moi je suis chef de secteur dans un SAD, ça va me prendre un travail, ça va augmenter ma charge de travail déjà pour découvrir. Et puis pour chaque dossier, sur chaque bénéficiaire, chaque usager, il va y avoir beaucoup plus d'informations qu'avant, auxquelles j'aurai accès, j'imagine, si j'ai bien compris. Donc ma charge de travail risque d'augmenter, au moins au début.
Bah, au début, oui, certainement. Comme tout changement, comme il y a un changement, il y a une adaptation à un changement. Donc, c'est sûr que si avant, je pouvais rentrer n'importe comment dans l'outil, alors que maintenant, on me demande une porte d'entrée à deux clés, bah, forcément, je mets un peu plus de temps à ouvrir la porte. Mais bon, ça va devenir. Ouais, Encore une fois, on fait tout pour que ça soit le plus souple possible. Mais là, le projet personnalisé, par exemple, les structures étaient déjà censées le faire. Là, le sujet maintenant, c'est plutôt comment je le transmets. c'est ça. Ouais. Donc, les structures avaient peut-être pas l'habitude de le transmettre. Là, ce que l'État leur demande, c'est ayez le réflexe de partager ces informations avec le cercle de soins. Voilà, donc, mais il y a une version vertueuse aussi qui arrive dans l'autre sens. C'est imaginez Madame Martin, elle est tombée, elle est allée à l'hôpital, et puis en sortie d'hôpital, finalement, elle est passée en SSR, dans un service de soins de suite et réhabilitation. Bon, bah, quand Madame Martin va revenir à domicile, bah, le SAD, s'il est interopérable, du coup, il va récupérer une lettre de sortie directement dans son DUI. Bien Donc, sûr. il va être Ouais, informé bien plus sûr, vite, bien sûr. Ouais. mieux. Il sait comment ça s'est passé, il sait où elle en est de sa réhabilitation, et donc son intervention à domicile va être de bien meilleure qualité parce que lui aura reçu des éléments. Vous voyez? Donc, en fait, là, ça peut être vécu comme plus de travail, mais là, ça peut, avec mon exemple, ça peut aussi être vécu, perçu comme plus de qualité parce que plus d'informations. Est-ce qu'il y a des freins ou je sais pas, sais pas si je peux employer le mot réticence dans le secteur ou ouais, dans le secteur en général? Bah, il y a bien sûr des réticences d'abord de comprendre, hein, comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, derrière cette loi, c'est quand même un peu complexe, hein. Donc il y a deux phénomènes. Un, c'est une loi, deux, c'est technique. Ça fait quand même deux éléments qui font que pas grand monde a envie de s'en occuper. Mais une fois qu'on a essayé de casser cette mécanique, et c'est pour ça que nous, on prend beaucoup la parole et on a la chance hein, d'avoir été sélectionné par le ministère de la Santé, en particulier la délégation du numérique en santé, pour participer en co-construction à tous ces outils, bah, on essaye, en comprenant le plus possible, de casser ces freins et d'aider les structures à se mettre en conformité. Alors, il y a comprendre, donc accompagner au changement, ça c'est le premier frein. Et puis après, il va y avoir comme un phénomène qui va être l'accompagnement des professionnels de santé, que ce soit les personnels encadrants, bien sûr, mais également les personnels intervenants. Parce que, bon, on venait de parler là du travail supplémentaire pour le personnel encadrant, j'y ai répondu, mais sur les personnels intervenants, il va aussi y avoir un sujet qui est que l'intervenant doit prendre conscience que désormais, il devient un professionnel de santé au même titre qu'un autre et qu'il est en train de manipuler de la donnée médico-sociale lorsqu'il fait son travail d'aide-soignant ou d'auxiliaire de vie. Et donc, là, il va y avoir un accompagnement à la maturité des intervenants, ne serait-ce que sur le plan purement métier médico-social. Et donc, ça, il y a des accompagnements à faire, mais également sur le plan numérique. C'est-à-dire que l'intervenant va devoir être à l'aise avec l'outil numérique, avec le fait de plus en plus de travailler dans des outils comme des cahiers de liaison numérique pour que l'information circule non plus sur des feuilles de papier ou sur des cahiers posés sur la table de la cuisine, mais bien dans une démarche numérique pour que l'information circule dans un écosystème sécurisé. Donc ça, l'accompagnement des intervenants, il va être significatif à opérer. Donc nous, on s'est déjà mis en ordre de marche par rapport à ça. On a les équipes de Brigitte Croft Conseil qui ont rejoint Xelia pour justement accompagner cette transformation et cette culture au changement. On a également, on travaille sur un certificat de compétences qui s'appelle NUMED, qui est là pour faire l'association entre les problématiques, le métier de l'aide à domicile et le monde du numérique. Comment est-ce que ces deux choses-là peuvent s'additionner et donner plus de valeur? Et donc, nous, on a créé ce certificat de compétences qui est en train qui va, je l'espère, bientôt être reconnu au RNCP pour être un diplôme, un certificat de compétences que les intervenants pourront, sur ce secteur d'activité, acquérir et faire en sorte que bah, les intervenants soient de plus en plus à l'aise avec le monde numérique dans le cadre de leur métier d'aide à domicile. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup et qui, à mon avis, va être une bonne façon
d'accompagner ce secteur parce que quand aujourd'hui on parle à des dirigeants de structures, ils peuvent se dire, ouh là là, mais c'est déjà compliqué pour moi, mais alors pour mes intervenants, comment on va leur expliquer tout ça? La télégestion, à l'époque, ça avait déjà été sacrément compliqué. Donc, comment on peut encore leur demander de faire tout ce travail? Ça devient un vrai métier de coordination. Hein, donc, on sait qu'aujourd'hui, les sujets de la coordination deviennent de plus en plus présents au travers des métiers, par exemple, du care management, mais on retrouve toutes ces notions, ce travail supplémentaire qui est demandé, bah oui, ça fait des couches et il va falloir accompagner tous ces professionnels, aussi bien encadrants que terrain, à manipuler, transmettre efficacement toutes ces données. J'ai une question qui me vient, qui est un peu directe, mais sans arrière-pensée. Le, le niveau des intervenants à l'heure actuelle, il est assez élevé, j'allais dire, pour faire ces nouvelles tâches. Alors, on a plein d'a priori, souvent, par rapport à ça. Mais les a priori, ce qu'on constate, c'est qu'ils bougent beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et ça, on a pu le voir il y a quelques années quand on regardait le déploiement de la télégestion, puis après ce qu'on appelle la télégestion mobile, c'est-à-dire qu'on commençait à mettre des téléphones mobiles dans la main des intervenants et on s'est dit, oulala, mais ça va être trop compliqué pour les intervenants, on ne va pas y arriver, alors qu'en fait, ça se passe très bien parce que les outils, parce que les éditeurs du marché ont fait tout ce qu'il faut pour que ça soit simple et que ça soit efficace. Alors après, je vais vous donner un exemple, hein, mais ça va paraître un peu bête ce que je vais dire, mais vous voyez, quand la télégestion mobile s'est déployée, on n'avait qu'un seul modèle en tête, c'était il faut qu'on équipe les intervenants avec un téléphone portable. Il faut qu'on leur donne, nous en tant que structure, il faut qu'on leur donne. Finalement, on a vu que le taux d'équipement sur les téléphones portables avait considérablement évolué en très peu d'années. Et donc, tous les intervenants, pratiquement, étaient équipés eux-mêmes d'un téléphone portable. Et donc, quand on leur a mis la possibilité d'avoir juste installé leur application sur leur téléphone à eux, c'était plus simple pour elles parce qu'elles n'avaient pas deux téléphones à gérer, donc elles préféraient largement. Et on a pu voir apparaître une proportion auquel je ne m'attendais pas, qui est que plus d'un tiers des intervenants sont équipés d'un iPhone. Alors que tout le monde a tendance à dire, ah ben non, mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas tout ça. Un tiers des intervenants, nous sur 15 000 intervenants qu'on équipe avec nos solutions mobiles, il y en a un tiers qui a un iPhone. C'est énorme en fait. Et c'est certainement pas dans nos a priori au départ. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, il y a un renouvellement aussi des générations. Donc il y a certes des générations d'auxiliaires de vie qui arrivent en fin de carrière, mais qui sont remplacées aujourd'hui par d'autres générations qui arrivent D'accord. et qui sont beaucoup plus digital natives, donc beaucoup plus à l'aise avec le digital. Ce qui fait que, encore une fois, moi, je suis convaincu que si on peut éviter de faire que les intervenants ne soient vécus que comme des exécutants de tâches, mais qu'on les rend acteurs de la coordination et que quand elles arrivent à domicile, elles sont dans un acte où les choses sont facilitées par les outils digitaux, eh ben, elles vont appréhender le digital avec beaucoup d'efficacité parce qu'elles en verront le bénéfice. Si le digital est vécu comme une contrainte parce que c'est uniquement là pour savoir à quelle heure elles commencent et à quelle heure elles finissent, c'est bien, mais ce n'est pas très intéressant pour eux, pour elles, pardon. Alors que si dedans, il y a, bah, tiens, je viens de regarder l'application, je vois que Isabelle qui est passée hier, elle avait laissé une remontée d'informations ou une transmission ciblée qui dit qu'il y a un problème actuellement sur sa jambe droite, je vais aller regarder. Si je suis informé par la téléassistance qui m'a remonté l'information dans mon cahier de liaison numérique que, en fait, Madame Martin, elle est tombée hier soir, ben ça me change considérablement mon rapport à l'usager. Parce que j'arrive, non pas en étant réactif, mais en étant proactif sur la qualité du service que je vais pouvoir apporter. Et ça, moi, je crois beaucoup à tous ces éléments. Ça s'accompagne, bien sûr, mais ça peut considérablement changer la reconnaissance et la valorisation qu'il peut y avoir sur ce secteur. Justement, en fait, en parlant de revalorisation des métiers, si moi je suis auxiliaire de vie et on me compare souvent à femme de ménage, d'accord? Là, c'est totalement changé, en fait. On va pratiquement Exactement. me comparer à un professionnel de santé. Ben, on est même officiellement un professionnel de santé. Donc, Oui, bien mentalement, sûr. alors je ne vais Mentalement, pas c'est revenir totalement sur les grands différent. débats de valorisation, avenant 43 et tout ci, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans la démarche, par cette vision de cette transformation numérique, en tout cas, arrive le fait que mécaniquement, les aides-soignants, les auxiliaires de vie sont reconnus comme professionnels de santé. Ils ont un numéro RPPS, C'est ils ont ça. une carte professionnelle de santé, et donc ils peuvent être considérés en tant que tels dans l'écosystème.
Et ça, c'est quand même un vrai acte de reconnaissance. J'avais une discussion l'autre jour avec un dirigeant d'un SAD et on parlait des problématiques de recrutement. Le recrutement est évidemment un énorme problème dans ce secteur. Euh, mais là, je disais, essaye dans ton prochain entretien de dire, bah, vous savez que si vous nous rejoignez, avec les outils qu'on va vous mettre entre les mains, vous serez reconnu comme professionnel de santé, parce que nous, on va vous enrôler dans l'annuaire des professionnels de santé, vous aurez un numéro de professionnel de santé et vous serez habilité à collecter et transmettre des informations médico-sociales. Là, il y avait un changement de Bien regard sûr, dans le ça change candidat. totalement, bien sûr. Ça change totalement parce qu'on Bien n'est sûr. plus du tout dans un acte exécutant, mais on est bien dans un acte de personne qui agit pour le mieux de l'usager. Ouais, c'est moi, quand j'avais échangé des auxiliaires de vie sur comment on pouvait revaloriser leur métier, le problème qu'elles soumettaient, c'était pas l'argent, enfin, les revenus, bien sûr, le salaire venait sur la table, mais c'était surtout quand je suis avec des amis, puis qu'on fait un tour de table, quel métier chacun fait. Moi, j'arrive à auxiliaire de vie, mes copains, mes copines comprennent femme de ménage. Et Ouais, ils mais disaient, il faut changer cette image en question. Mais là, ça va être fait. Ça sera ça professionnel va de être fait. complet. Mais Ça va je être pense que fait. c'est vraiment important d'épouser ce virage et c'est ceux qui prendront conscience que ce virage numérique est une façon d'induire tous ces changements beaucoup plus profonds dans leur organisation et dans la façon dont leurs salariés vont être perçus dans l'écosystème. Ça changera beaucoup de choses. Parce que vous verrez bien que si le SAD mais pareil, si le SAD il est bien interconnecté parce qu'il a un DUI conforme et qu'il est bien interopérable, il sera valorisé par l'Agence régionale de santé, il sera reconnu par le département. Tout ça, ça va être des actes supplémentaires où il y a des places à prendre parce qu'aujourd'hui, la transformation, on en est au tout début, mais tous ceux qui monteront dans le train en premier seront forcément les mieux valorisés au moment où il faudra prendre des décisions parce qu'ils seront cartographiés, ils seront raccordés à tous les systèmes numériques dans lesquels l'information circule. Pour un SAD, sa mise en place de cette réforme, enfin, de tout ce qu'on a discuté, c'est une obligation ou c'est une. Oui, c'est une obligation. Dans l'article 44, donc il est fixé, un, que c'est une obligation. Deux, il est fixé la date, 1er janvier 2023. Donc, bien sûr, l'État, comme il a prévu un programme de financement et d'accompagnement qui va jusqu'en 2025, on peut supposer qu'il y aura un accompagnement. Mais moi, j'alerte tout le monde, tous ceux qui se diraient, ah, je viens d'entendre 2025, donc c'est bon, j'ai le temps. Je dis à tout le monde, l'argent public s'évapore plus vite que l'eau. À mon avis, Donc, chez Exelia, vous allez passer un décembre 2022 sur les chapeaux de roue, non? ah, c'est sûr, mais on va essayer Ouais. d'anticiper le plus possible Ouais. pour que ça se déroule dans l'année 2022 le plus possible pour ramener tout le monde en conformité. Et les utilisateurs de Ximi, on va tout faire pour les mettre en conformité le plus vite possible pour qu'ils soient à l'aise. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien avoir en tête que l'argent, certes, le programme va être là, mais il faut absolument monter dans le train tout de suite. Ça, c'est vraiment le point important parce que Ouais. les programmes de financement vont s'évaporer très vite. Mais j'imagine que si moi je suis un aidant, oui, puis je rencontre le médecin traitant de ma maman âgée, en fait, et que lui, il est connecté à des acteurs du domicile, qui eux-mêmes sont connectés à tout ce système en question. Naturellement, le médecin traitant va me recommander des gens avec qui il est connecté. Mais absolument. Bien sûr. Absolument, parce que si le médecin traitant, il sait que quand il transmet Madame Martin au SAD, que là, il a un retour avec de l'information qui lui Bien remonte sûr, bien régulièrement, sûr. bah, Par il est facilité, rassuré, ne serait-ce que par facilité, il va vouloir y aller. bien sûr. D'accord. Une conclusion à l'émission. Bah, moi, la conclusion, c'est vraiment ne laissez pas le train passer. Voilà. Donc, moi, j'ai bien conscience, et c'est pour ça, merci encore Frédéric de m'avoir donné l'opportunité de faire ce point, c'est que il faut, euh, il faut vulgariser, il faut simplifier, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a encore du temps qu'il faut se reposer, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Que les programmes de subvention, ça va redémarrer là en janvier 2022. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train
il faut se renseigner auprès de son éditeur s'il est bien en train de se mettre en conformité. Il ne faut pas hésiter à solliciter les éditeurs qui sont en conformité s'ils peuvent rentrer, parce qu'il y a aussi un programme, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un programme pensé par l'État pour aider les gens à changer de logiciel s'ils sont équipés d'un logiciel qui ne prend pas la voie de la conformité. Il est tout à fait possible d'en changer. Et donc, il y a un programme là-dessus qui est encore plus important d'ailleurs d'un point de vue subvention. Il y a des subventions importantes qui sont proposées par l'État pour les aider à changer d'outil. Donc, encore une fois, voilà, il faut s'intéresser à ces sujets. Il faut monter dans les grappes, parce que, en fait, ce que je n'ai pas expliqué, mais c'est que les subventions, c'est les ARS qui décident si oui ou non on donne les subventions au SAD ou au SIAD, mais ça fonctionne. Il faut que les SAD, pour aller chercher les subventions, se réunissent par un minimum de 15 structures sur un territoire, qu'ils appellent une grappe. Et donc, il faut se regrouper à minimum 15 pour constituer un dossier qui s'appelle une grappe et qu'on dépose à l'ARS. Ce travail-là, il est quand même un petit peu long. Nous, Ximi, on a beaucoup accompagné toutes les structures. On a déposé plus d'une trentaine de grappes qui Oui, parce que représentent vous, un peu parce plus que vous, de… sur le même territoire, vous savez qui est votre logiciel. Donc, à la limite, Exactement. Donc, on a vous pouvez, facilité, bien sûr. c'est exactement ça, vous avez tout Mm. compris, on a Mm. facilité toutes ces intermédiations pour qu'on aide les gens à se constituer en grappe, à faciliter le travail du porteur de projet qui doit déposer le dossier. On a beaucoup aidé. Donc là, on a plus de 700 structures qui sont embarquées dans les premières vagues et il faudra embarquer tous les Ah oui, autres oui, parce oui, oui, que mais moi, oui, il y a oui, bien sûr tous les autres à monter à bord. oui, moi, je vois le risque qui est de traîner, c'est pas être mis dans les premières grappes, et puis au bout d'un moment, sur mon territoire, il y a plus les 15 acteurs pour faire la dernière Exactement. grappe. Voilà. Et Mm. donc d'être dans des grappes un peu très morcelées, avec des gens que je connais qui n'ont pas beaucoup de synergie avec Sur des moi, territoires éloignés, sur etc. des territoires éloignés. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu à se mobiliser maintenant, à monter à bord, Mm. à se rapprocher de son éditeur et à se constituer voilà, dans cette démarche pour aller chercher justement cette transformation numérique qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va apporter bien plus dans la revalorisation du métier, dans la facilitation et la qualité du service qu'on va rendre aux usagers. Super, super, super. Merci Henri Boucher. Je rappelle que tu es associé chez Exelia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.